L'opposition affûte ses armes en RD Congo. Cet ténor appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des candidats déclarés à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, rejette à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle. Ils sont pour lui entachés de fraude, vous l'entendrez dans ce journal. En Angola, 5 fonctionnaires de l'administration fiscale ont été condamnés lundi par la Cour provinciale de Luanda. Ceux-ci à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour des réductions illégales d'impôts. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. La Cour constitutionnelle sud-africaine a jugé lundi que la nomination par l'ancien président Jacob Zuma de Shaun Abrahams comme procureur général du pays n'était pas valable et a demandé son remplacement dans les 90 jours. Selon la Cour, Abrahams a cédé à son poste après un processus constitutionnellement non valable comprenant une grosse compensation financière pour son prédécesseur Msolisi Nsassana, offerte par Jacob Zuma. Shaun Abrahams a souvent été accusé par la presse ou des hommes politiques de protéger Zuma et ses proches mis en cause dans de nombreux scandales. Zuma, 76 ans, a été poussé à la démission mi-février après un long bras de fer avec son parti, le Congrès national africain, au pouvoir, et son successeur, Cyril Ramaphosa. Le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, rejette à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle, entachés, selon lui, de fraude. Il a appelé la population à se lever. On écoute Soumaïla Cissé. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Nous appelons les autres régions à faire de même, parce que c'est une victoire de l'ensemble du peuple malien pour le changement. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des candidats déclarés à la présidentielle du 23 décembre prochain. La quasi-totalité des candidats de l'opposition étaient à ce conclave où se sont fait représenter. Plus de précisions à travers cet élément. L'UDPS Félix Tshisekedi, l'UNC Vital Kamerhe, le leader de Congo-Nabisso Freddy Natungulu, tous candidats à la présidentielle étaient présents à la cérémonie. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC et le numéro 1 d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, étaient représentés. Les 6 candidats signataires de la déclaration de l'opposition saluent la position de Joseph Kabila qui a accepté enfin de se plier à la Constitution. Pour l'opposition, c'est une victoire historique que vient de remporter le peuple congolais. Ils ont reconnu que cette victoire a bénéficié du soutien de la communauté internationale, mais ce n'est qu'une victoire d'étape. Reste maintenant le combat pour les élections conformes aux normes démocratiques, des élections telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ici, les signataires insistent sur la mise en œuvre intégrale de cet accord, obtenu grâce à la médiation des évêques catholiques. Pour des élections inclusives, l'opposition exige le retour de Moïse Katumbi au pays, la libération des prisonniers politiques, le retrait de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Autres exigences, le retour de la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et le remplacement du délégué de l'UDPS à la Commission électorale nationale indépendante. Le pouvoir devra se garder aussi d'instrumentaliser la CENI et la justice pour procéder à l'invalidation des candidats de l'opposition. Toujours en RD Congo, la société civile dénonce une forte criminalité à Lubumbashi, dans le sud-est, capitale minière et deuxième ville du pays. 2 commerçants y ont été tués chez eux lors d'un braquage dans la nuit de dimanche à lundi. Les détails.
Au total, 193 cambriolages ont eu lieu depuis le début de l'année, avec 32 meurtres et 56 viols, d'après une évaluation du Bureau d'études et d'analyse sécuritaire de la société civile. Nous sommes dans une période de crise, même si les autorités ne veulent pas l'accepter, ajoute une source de la société civile. Les statistiques de la société civile sont fausses, rétorque le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean Kalenga Mambepa. Il reconnaît l'existence d'un groupe de bandits armés qui, depuis quelques mois, commettent des actes prémédités, vols, viols, assassinats. Environ 70 d'entre eux viennent d'être arrêtés et mis en prison, affirme-t-il. Le 4 juillet, plusieurs dizaines de femmes avaient manifesté derrière des banderoles « Non au viol des femmes et jeunes filles » et « Non à l'impunité des violeurs armés ». Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme et une femme ont été tués par des bandits dans la commune de Kapemba, d'après le porte-parole de la police. Les opérations sont en cours pour mettre la main sur ces bandits. J'exhorte les commerçants à placer leur argent à la banque, pas dans les maisons, a ajouté le porte-parole. Plus calme en apparence que Kinshasa, Lubumbashi, ville d'environ 2 millions d'habitants, est la capitale de la région minière de l'Est-Katanga, productrice de cuivre et de cobalt. Lubumbashi est le fief du président Joseph Kabila et de son ex-allié et adversaire Moïse Katumbi, qui vit à l'étranger depuis mai 2016. Ce dernier affirme avoir été empêché de rentrer en RDC pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Des manifestations pro Katumbi ont été dispersées par la police à Lubumbashi il y a une semaine. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa tient l'opposition responsable des violences qui ont suivi les élections du 30 juillet et dernier. Des violences durant lesquelles des soldats ont ouvert le feu sur une manifestation antifraude, tuant 6 personnes. C'était lors de son discours pour la journée des héros. Le chef de l'État a également convié les Zimbabwéens à dépasser la période électorale et à regarder vers l'avenir. Le président Emmerson Mnangagwa a prononcé ce lundi le traditionnel discours de la journée des héros de l'indépendance. Un discours dans lequel il a appelé les Zimbabwéens à mettre la période électorale derrière eux pour embrasser l'avenir. À cette occasion, le chef de l'État sortant, réélu selon les résultats de la commission électorale lors de la présidentielle du 30 juillet dernier, a répété que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible, accusant l'opposition des violences. Le 30 juillet 2018, vous vous êtes levé et vous avez parlé fort et clairement. Nous avons également démontré ensemble que nous pouvions aussi organiser des élections libres et équitables, transparentes et crédibles. Nous condamnons cependant la violence inspirée par l'alliance du MDC après nos élections libres et équitables, des violences qui ont entraîné la mort de certains de nos concitoyens innocents. Le discours d'Emmerson Mnangagwa, son tout premier à cette occasion en tant que président du Zimbabwe, a été également très économique. Le chef de l'État a estimé qu'il fallait moderniser l'économie du pays, mécaniser l'agriculture, exploiter les richesses minérales et poursuivre les efforts pour attirer les investisseurs étrangers. En Tunisie, c'est le président Béji Caïd Essebsi qui, en pleine tourmente politique, a annoncé lundi le dépôt d'un projet de loi faisant de l'égalité entre hommes et femmes le principe par défaut lors de la répartition de l'héritage. Ce texte devrait être présenté aux députés dès la fin des vacances parlementaires. Cette annonce intervient alors qu'une manifestation contre cette réforme a rassemblé samedi des milliers de personnes à Tunis. Un projet de loi faisant de l'égalité entre hommes et femmes le principe par défaut lors de la répartition de l'héritage sera présenté aux députés en Tunisie dès la fin des vacances parlementaires. L'annonce a été faite ce lundi par le chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi. Cette mesure touchant un principe inspiré du Coran et appliqué dans de nombreux pays arabes
est l'une des plus débattues parmi une série de réformes sociétales proposées par une commission créée il y a 1 an dans le but de traduire dans la loi l'égalité consacrée par la Constitution de 2014. Cette commission pour les libertés individuelles et l'égalité a suggéré que le patrimoine familial soit partagé par défaut de façon égale entre héritiers hommes et femmes. La loi actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. La nouvelle loi laisserait toutefois la possibilité aux testateurs soit d'appliquer la Constitution, soit de choisir la liberté en répartissant son héritage selon la règle des 2 tiers. Samedi, une manifestation contre les réformes proposées a rassemblé des milliers de personnes devant le Parlement tunisien. Je l'annonçais en titre, 5 fonctionnaires de l'administration fiscale angolaise ainsi que 4 complices ont été condamnés lundi par la Cour provinciale de Luanda. Ceci à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour des réductions illégales d'impôts de plus de 5 millions d'euros à une société. Les détails. L'affaire a fait grand bruit en Angola où la corruption est au centre des débats politiques. 2 fonctionnaires ont été condamnés à une peine de 5 ans, un autre à 4 ans et 2 autres ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi et 2 ans pour blanchiment de capitaux, fraude fiscale et corruption passive. 4 autres personnes, dont 2 épouses des anciens fonctionnaires et un employé de l'entreprise Technimed qui a bénéficié de la réduction fiscale, ont été condamnés à des peines avec sursis. Le pays traverse depuis plusieurs années une grave crise économique et financière provoquée par la chute des cours du pétrole, sa principale ressource. Au pouvoir depuis septembre dernier, le président João Lourenço a promis aux 20 millions d'Angolais un miracle économique par la relance des investissements étrangers dans son pays et une lutte sans merci contre la corruption. Il a succédé à José Eduardo dos Santos qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans pendant lequel il a mis l'économie en coupe réglée au profit d'une poignée de poches. Mais il n'a pas hésité à limoger Isabel dos Santos, fille de son prédécesseur, de son poste de PDG de la compagnie pétrolière publique Sonangol. Elle est aujourd'hui accusée de détournement de fonds. Un de ses demi-frères, José Filomeno dos Santos, a lui été écarté de la direction du fonds souverain du pays, puis inculpé de détournement de fonds pour avoir ordonné un virement bancaire suspect de 500 millions de dollars. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci donc de nous rester fidèles. À suivre dans quelques instants un autre point de l'actualité sur Sika, un autre point de l'actualité aussi sur toutes les plateformes d'information en continu de Sika.